Bonjour à tous, les amis qui préparaient le DSCG VAE. J'ai le plaisir parmi les personnes présentes aujourd'hui d'avoir un candidat Léo depuis janvier et je l'interrogerai tout à l'heure pour qu'il confirme un peu comment je travaille avec lui et à quel niveau nous en sommes. Je me présente, vous me connaissez, Francis Tison, j'ai presque 52 ans d'expérience de prof, d'expert comptable, donc c'est prouve que je ne suis plus tout jeune. J'ai été longtemps président de la commission relations professionnelles pour le DSCG avant les réformes, puisque j'ai terminé ma présidence en 2011, donc ça va faire 11 ans. Je m'intéresse toujours au DSCG, mais VAE, car pour moi c'est beaucoup plus riche que le DSCG théorique par le métier, par la voie traditionnelle. J'expliquerai pourquoi. D'abord, il faut savoir que la VAE a deux étapes. Une première étape, c'est la validation du livret 1, que vous auriez pu commencer, dont certains ne l'ont pas fait, d'autres le feront, le plus vite possible avant la fin de ce mois. Donc, valider auprès du SIEC le téléchargement du livret 1, dans lequel vous avez des informations d'ordre administratif à remplir, et d'ordre académique et professionnel. Ce n'est pas quelque chose de difficile à remplir. Le jury doit constater que vous avez toutes les conditions, au moins 3 ans d'expérience, etc., et que vous avez le niveau professionnel pour pouvoir postuler au DSCG VAE. Ça, c'est la première étape que tout le monde doit affronter et envoyer avant la fin de ce mois de juin. Nous sommes aujourd'hui le 19 juin. Il vous reste 11 jours pour pouvoir traduire ce livret 1 pour ceux qui m'écoutent et qui ne l'ont pas encore fait. Deuxième chose, la deuxième étape, c'est le livret 2. Le livret 2, c'est indirectement le document le plus important pour la VAE. C'est lui à l'intérieur duquel vous allez rappeler vos expériences professionnelles en durée et en qualification. Vous allez rappeler également tout un ensemble d'éléments susceptibles dans la phase, je dirais, livret 2, page commune au livret 2. Vous avez donc des pages à remplir pour surtout situer votre expérience professionnelle. Car en effet, la VAE, ce n'est pas les diplômes qui comptent. Ce qui compte, c'est les expériences réalisées en phase, j'ai bien dit, en phase avec les exigences de l'examen. Certains d'entre vous ont peut-être déjà, pourquoi pas, validé par la voie traditionnelle plusieurs UV. Ceux qui ont déjà validé plusieurs UV et qui, par équivalence, pourquoi pas, passeront la VAE que sur les UV sur lesquels ils vont demander à faire valider leurs UV. Donc, on va raisonner, nous, comme si vous aviez les 7 UV à préparer. Alors, il est évident qu'en dehors des pages communes au livret 2, vous allez avoir à affronter un long travail de remplissage des référentiels de chaque UV, qui sont plus ou moins importants, ces référentiels. Et vous devez considérer que vous avez, je dirais, toujours 3 colonnes dans un livret 2. C'est le colonne numéro 1, c'est la colonne réservée aux comptables traditionnels. La deuxième colonne, c'est réservé en fonction de cadre comptable ou agent de maîtrise. Et la troisième, c'est celle qui vous intéresse le plus, c'est celle qui correspond à chef de mission. Et ça, c'est quand même important de savoir répondre à chaque élément correspondant au grade évoqué pour chaque référentiel. Comment je vais travailler? Eh bien, je vais travailler en reprenant UV par UV et en vous proposant des phrases d'ordre général
qui vont résumer les exigences de cette UV pour toutes ses parties. Et ensuite, je vous demanderai, pour nourrir ce référentiel UV1, UV2, etc., on va passer en revue, il faut que vous compreniez que vous devez apporter des attestations. Attestations de qui, de quoi? D'abord de professionnels représentatifs. Les professionnels représentatifs, c'est en particulier les experts comptables et les commissaires aux comptes. Représentatifs, ça peut être un chef d'entreprise avec lequel vous travaillez, ça peut être un chef comptable dans lequel vous êtes actuellement sous la direction de ce monsieur, de cette dame, ça peut être aussi vos attestations académiques qui démontrent que vous avez une bonne connaissance du DSCG ou du DECF, comme certains, qui vont rentrer en ligne de compte comme attestation. C'est-à-dire que les photocopies de vos résultats académiques doivent avoir une place normale dans le livret 2. Mais je ne veux pas dire pour autant que le livret 2 s'intéresse qu'au diplôme. Ce serait malheureux et malhonnête de ma part de dire ça. Il s'intéresse plus aux expériences qu'aux réalités que vous avez accomplies. Donc, le problème est le suivant. Pour l'UV1, c'est l'UV1 qui a le caractère juridique. Alors là, il va falloir que vous apportiez la preuve que vous participez à l'élaboration de la structure juridique de vos clients, que vous vous intéressez au social, que vous vous intéressez, je dirais, à tout ce qui concerne le juridique, qui concerne la fiscalité en particulier, le droit commercial et le droit des sociétés, et que vous avez la preuve que votre expérience touche à cette UV1. Et ça, c'est quand même relativement important. Pour cela, vous allez apporter la preuve aussi que vous êtes des lecteurs de revues spécialisées qui vous permettent de pouvoir disposer d'atouts pour bien dominer l'UV1. C'est quoi comme revue? C'est la revue française de comptabilité, c'est la revue actuelle expert comptable, c'est la revue fiduciaire comptable, c'est la revue Francis Lefebvre comptable et Francis Lefebvre fiscal et social, et c'est la revue aussi qui rentre dans les exigences de cette UV1, c'est la revue Compta Online. Et j'ajouterai une autre revue qui est publiée par l'Ordre des experts comptables, c'est la revue SIC, S-I-C. Il faut que vous apportiez la preuve que vous êtes des lecteurs assidus de ces revues pour montrer votre intérêt pour l'UV1. On y reviendra et je laisserai tout à l'heure, dans quelques minutes, la parole à Léo qui vous expliquera comment j'ai travaillé avec lui. Lui, il a eu l'UV1 par la voie traditionnelle l'an dernier et il prépare les 6 autres UV avec moi. Je vais aller jusqu'au bout de cette UV et ensuite j'interrogerai Léo pour qu'il vous explique comment j'ai travaillé avec lui et comment je le ferai avec vous. Je continue, l'UV2, elle a une dominante financière et c'est là où vous devez être tout à fait démonstratif pour dire que vous avez une expérience, par exemple, dans le choix du financement des entreprises, vous avez donné vos conseils pour, je dirais, recourir à des emprunts, vous avez fait des études pour pouvoir trouver le meilleur emprunt compte tenu de toutes les conditions proposées. Donc, vous avez une bonne connaissance du réseau bancaire, vous participez aux relations avec le banquier pour aider des clients, vous accompagnez des clients pour trouver les financements nécessaires à leur développement. Vous connaissez les principales sources de financement. Ça peut être le crédit bail, le crédit classique, tout un ensemble de crédits que nous aurons l'occasion de revoir dans cette UV2 et qui démontre que vous êtes capable d'apporter la preuve que votre expérience représente plus de la moitié des exigences de l'UV2. Car en effet,
On ne peut pas dire qu'un candidat VAE doit veiller à avoir 20 sur 20 à chaque UV. Ce serait démentiel. Non, il faut qu'il démontre qu'il a au moins les connaissances supérieures à la moyenne pour valider cette UV. Ce n'est pas d'avoir 20 sur 20, de savoir tout. Personne ne sait tout, ni moi-même. Je ne sais tout et je ne suis pas le représentant de tout le monde. Je ne suis qu'un expert comptable chevronné, mais je n'ai pas peur de dire que je ne connais pas tout. J'en connais, le jour où j'ai passé mes examens, j'en connaissais suffisamment pour avoir des notes au-dessus de 10, mais je ne peux pas revendiquer que je connais tout et en VAE, on ne peut pas tout connaître, mais on doit connaître au moins un certain nombre d'informations et de réponses qui couvrent la moitié des exigences de l'UV2. Ça, c'est hyper important. Nous arrivons maintenant à l'UV3, qui est à la fois un contrôle de gestion et à la fois, bien sûr, une idée d'informatique, ou plus ou moins, avec les règles qui amènent à une meilleure découverte de l'entreprise. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a deux façons de voir l'entreprise à travers les UV. Il y a l'entreprise que nous voyons à travers une radiographie. C'est ce que j'appelle la compta générale. Tandis qu'avec l'UV3, qui est orienté vers le contrôle de gestion, là, on utilise la caméra. La caméra qui va permettre de détailler l'entreprise dans ses composantes, c'est-à-dire dans son coût de revient. Et là, nous allons apprendre les différentes méthodes pour élaborer les coûts de revient d'une entreprise. Nous allons faire ce qu'on appelle la comptabilité du détail dans cette UV3, alors que la comptabilité générale, c'est la comptabilité du global. Donc nous avons dans l'UV3 à détailler toutes les techniques de coût de revient complet, coût de revient marginal, coût de revient variable, et nous aurons coût direct costing. Nous aurons l'occasion de revoir tous ces coûts et surtout de mettre en œuvre dans nos entreprises, à travers notre expérience, plusieurs choses. D'abord, l'aspect gestion prévisionnelle, où nous allons élaborer des techniques qui permettent de mieux... Il y a quelqu'un qui parle en même temps, je ne sais pas pourquoi, à moins qu'il ait des questions. Quand il y a des questions, vous savez, vous avez un point qui s'appelle lever la main, vous appuyez sur lever la main, moi je me rends compte que vous levez la main et je réponds à votre question, et vous posez la question après avoir levé la main. Mais j'aimerais que les interventions comme ça que j'entends ici et là ne soient pas renouvelées parce que là, ça casse un peu tout l'intérêt de mes propos. Donc, l'UV3 exige énormément de précision et exige que le candidat ait une modeste expérience, mais expérience suffisante en comptabilité analytique, en contrôle de gestion, en contrôle budgétaire et en tableau de bord. C'est-à-dire que vous devez savoir réaliser un tableau de bord et répondre le jour de l'examen à quoi ça sert. Un tableau de bord, vous imaginez, nous sommes ici en France, ou vous êtes en Côte d'Ivoire ou dans un autre endroit, vous imaginez de prendre votre voiture et faire 1000 km sans tableau de bord sur votre voiture. Vous imaginez les prouesses que vous allez devoir réaliser pour conduire votre voiture sans tableau de bord. Vous n'êtes plus renseigné sur la vitesse, vous n'êtes pas renseigné sur le reste d'essence ou de gasoil, vous n'êtes plus renseigné sur les différents clignotants qui peuvent vous annoncer un petit problème sur la voiture. Vous êtes privé de toute information. Eh bien, cette prouesse, c'est la prouesse de près de 80% de chefs d'entreprise en France, TPE et PME, qui n'ont pas de tableau de bord. Alors, vous imaginez que c'est une véritable prouesse de conduire une entreprise sans tableau de bord. C'est à vous d'être persuadé dans l'UV3 que le tableau de bord devient une nécessité pour les entreprises. Et vous allez le démontrer dans cette UV3 avec moi et compléter vous-même vos différents éléments. Cette UV3 est orientée vers véritablement le mot gestion. La gestion a une très grande différence avec, bien sûr, la comptabilité. La comptabilité a un côté historique, la gestion a un côté
prévisionnelle, du moins elle a un gros côté prévisionnel. Et la gestion permet de pouvoir aider le dirigeant à prendre les meilleures décisions, tandis que la compta constate ce qui a été fait et utilise une technique vocabulaire particulière pour présenter une situation patrimoniale globale, tandis que la gestion va donner aux dirigeants, à travers les outils que développe le candidat DSCG, va donner le moyen de mieux choisir, de mieux gérer et de mieux gagner l'argent dans l'entreprise. C'est ça la gestion. La gestion, c'est quelque chose qui doit se développer. Ne confondez pas le travail fiscal de l'expert comptable qui ne fait que traduire, je dirais, les règlements fiscaux applicables à telle ou telle entreprise et la comptabilité qui est aussi régie par des règles au niveau du plan comptable et aussi des conseils de l'autorité des normes comptables en France qu'on appelle l'ANC. En ce qui concerne l'UV qui est la plus crainte de toutes les UV du DSCG, nous arrivons à l'UV4, comptabilité et audit. Alors là, c'est là que le candidat se retrouve proche de l'UV2 du DEC, qui s'appelle révision légale et contractuelle. Eh bien là, c'est la même chose, mais à une dose théorique plus que théorique que professionnelle. Tandis qu'au DEC, UV2, on demande, en plus de la théorie qui est propre à l'UV4 et à l'UV1 en particulier du DSCG, on demande une certaine expérience professionnelle à démontrer dans la rédaction de leur copie. Vous, on vous demande quand même une expérience professionnelle dans l'audit légal, c'est-à-dire le commissariat aux comptes, démontrer que vous accompagnez des commissariats aux comptes, que vous connaissez les procédures mises en place par les commissaires aux comptes pour effectuer un travail légal, et ça, c'est quand même relativement important. Ce travail légal fait partie donc de tout ce qui est révision légale. C'est pour ça que vous devez connaître toutes les déontologies et aussi le règlement normatif des commissaires aux comptes et connaître également l'ensemble des normes d'exercice professionnel des commissaires aux comptes pour l'UV4. Donc vous devez être au parfum des règles déontologiques pour l'exercice professionnel, le règlement normatif pour les commissaires aux comptes et les normes qu'on appelle NEP pour les commissaires aux comptes. Vous devez connaître également, mais là il y a beaucoup de remplissage dans l'UV4, les travaux de l'expert comptable, c'est-à-dire sa révision contractuelle et ses aides pour les autres missions légales, c'est-à-dire faire un prévisionnel, faire, je dirais, une étude d'évaluation de l'entreprise, faire une étude, je dirais, de coût de revient, c'est-à-dire indirectement mettre en place aussi, comme on l'a vu dans l'UV3, une comptabilité analytique. Donc l'expert comptable a des missions qui sont des missions légales pour arriver au bilan et respecter les règlements fiscaux demandés, mais il a aussi la possibilité de faire d'autres missions contractuelles. D'ailleurs, aujourd'hui, on pose beaucoup de questions autour du travail élargi des commissaires et du travail élargi des experts comptables. C'est qu'on essaye de faire une grande différence entre le mot audit et le mot conseil. C'est-à-dire que l'audit, c'est une sorte de contrôle très détaillé que l'on fait à l'intérieur de l'entreprise, tandis que le conseil, c'est tout un ensemble de connaissances et d'expériences que vous avez et que vous communiquez à vos dirigeants pour qu'ils puissent trouver la meilleure formule à la fois pour se développer, mais surtout pour se pérenniser. Votre rôle de conseil aujourd'hui, quel que soit le niveau DSCG ou DEC, devient prépondérant. Et c'est là, dans l'UV4, que vous allez devoir démontrer à travers des attestations, à travers des expériences, votre capacité à dominer un certain nombre de choses qui sont propres au programme de l'UV4. C'est-à-dire que vous devez connaître les techniques particulières autour du monde des sociétés. C'est-à-dire que vous devez avoir entendu parler des
apports partiels, des fusions, des consolidations, des intégrations fiscales. Je ne dis pas qu'on vous demande d'en faire tous les jours, mais que vous ne soyez pas totalement, je dirais, ignorant du travail professionnel demandé pour l'ensemble de ces missions que je viens d'évoquer. Donc vous avez une partie assez spécifique au droit des sociétés, mais aussi à la comptabilité des sociétés, autour de procédures que je viens de vous donner et que l'UV4 doit démontrer votre souci d'être en connaissance de ces stratégies particulières qui sont les stratégies menées par des experts comptables et aussi contrôlées par des commissaires aux comptes de taille, je dirais quelquefois impressionnante par rapport à la qualité des compétences qu'il faut dans certaines sociétés. On a besoin de plusieurs commissaires aux comptes dont les compétences sont très complémentaires. Donc ça aussi, on arrive à démontrer à travers l'UV4 qu'aujourd'hui, on est partisan, dans certains cas, de spécialité de l'expert comptable. L'expert comptable est spécialiste, par exemple, dans le monde de la librairie. Un expert comptable peut être spécialiste dans le monde de la pharmacie, mais un expert comptable peut être spécialiste dans une technique comptable très particulière. Par exemple, il est très grand spécialiste des consolidations. Il est très grand spécialiste des apports fusion. Il est très grand spécialiste des apports partiels. Il est très grand spécialiste des réévaluations. Voilà des exemples qui démontrent qu'à travers cette VAE, vous devez faire découvrir l'ensemble des prestations complémentaires qui peuvent être entre les mains des experts comptables en particulier. Le rôle du commissaire aux comptes a été en France et en Europe bousculé par une loi, la loi Pacte, qui a réduit de manière sérieuse les mandats des commissaires aux comptes, c'est-à-dire que pour les petites entreprises, jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires, ou d'effectifs, ou de total bilan, il ne sera plus nécessaire d'avoir obligatoirement un commissaire aux comptes. Donc, en conséquence, il y a une perte de mandat, donc dite perte de marché, que les commissaires aux comptes, à travers leur président actuel, M. Yannick Olivier, et le président de l'Ordre des experts comptables, Lionel Canisi, en France, sont amenés à se rencontrer pour éventuellement se partager des missions et non pas s'accaparer des missions sans l'accord des experts comptables ou vice-versa. En effet, les experts comptables actuellement ne sont pas toujours d'accord sur les perspectives du monde du commissariat aux comptes qui plus ou moins touche au conseil en général. Et on sait qu'un commissaire aux comptes ne doit pas conseiller le client. Il doit simplement constater s'il a respecté la loi sur le plan fiscal, sur le plan comptable et sur le plan social. C'est tout. Mais il ne doit pas normalement conseiller son client commissaire aux comptes. Mais voilà, aujourd'hui, les gens ont faim, les gens ont besoin de travaux et les commissaires aux comptes revendiquent. Prenons un exemple de revendication, c'est l'examen de conformité fiscale, voir si vous êtes en conformité avec les règles fiscales. C'est un travail qui peut être exécuté par le cabinet d'expertise comptable, mais qui peut être exécuté également aujourd'hui par le commissaire aux comptes. Mais l'examen de conformité fiscale est-il dans les gènes traditionnels du commissaire aux comptes? Pas tout à fait, parce que là, il va rentrer dans une analyse à la fois conseil et conceptuelle. Donc là, on peut dire que la barrière entre le commissariat et l'expertise comptable n'est pas aussi évidente. Et ça, c'est quand même hyper important. Ah. Et je vais forcément revenir sur cette UV4 qui est celle qui nécessite le plus de questions possibles de la part du jury. Alors là, je vais déjà situer les questions que le jury peut vous proposer à la fois pour cette UV4. Il peut vous dire, Madame, Monsieur, quel était, donnez-nous votre emploi du temps de la semaine dernière par rapport à l'UV4. Donnez-nous des activités qui sont propres à l'UV4. Il peut vous poser la même question pour l'UV3, l'UV2 ou l'UV1. Hein. Donc, il peut vous dire quelles sont les dernières missions que vous avez réalisées en
en accord avec les référentiels de l'UV4. Ça, c'est hyper important de développer ce genre de questions. Je vous rappelle que vous allez passer, pour les amis étrangers, vous allez passer votre épreuve soit à Arcueil, ou alors soit à une économie, je dis une bêtise, soit à une académie, pardon, à laquelle est rattaché votre pays. Par exemple, la Côte d'Ivoire, à un moment donné, je m'en souviens, c'était Lille, centre d'examen, donc c'était là où moi j'interrogeais et président de jury, mais il y a aussi Rennes, Nantes, Marseille, etc. Donc, vous pouvez être convoqué à Arcueil, qui est le centre parisien et le centre national des examens, mais vous pouvez être convoqué dans une académie qui est rattachée à votre pays, puisque pour éviter l'embourbement de l'Arcueil, on a réparti les amis étrangers dans plusieurs académies. Donc, vous, en tant que citoyen Côte d'Ivoire ou autre citoyen, par exemple Bénin ou Sénégal, vous devez vous rapprocher pour savoir quelle est l'académie à laquelle vous serez rattaché. Peut-être que vous la connaissez déjà. Donc, vous allez avoir un jury qui sera variable selon les académies. Le jury le plus traditionnel, c'est un jury entre 3 et 5 personnes qui, chacune de ces personnes, normalement, couvre une ou deux UV et vous interrogeront sur une ou deux UV. À l'intérieur des 5 personnes, il y a un président de commission. Le président de commission, en même temps, le président du jury. C'est souvent un professeur qui est le président d'université ou agrégé et qui préside. C'est très rare que ce soit un expert comptable, à moins que l'expert comptable, et ça arrive, prenons mon cas, c'est pareil, moi j'étais président parce que j'avais la double casquette, j'étais expert comptable et j'étais prof. Donc j'étais président, mais ça peut arriver aujourd'hui qu'il y a cela. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe que vous allez devoir faire un exposé de 15 minutes qui sera accompagné, pour l'aider, par un diaporama. Un diaporama qui sera confectionné autour d'une quinzaine maximum de slides qu'on aura l'occasion de voir. Parce que dans ma préparation, il y aura 2 grandes étapes dans ma préparation. Jusqu'au 31 août, on va préparer à fond le livret 2, le compléter, l'améliorer, le rendre crédible. Et après, nous allons faire à partir du 1er septembre jusqu'à la date de votre examen, fin octobre, nous n'allons nous occuper que de l'exposé et que du diaporama. Nous allons faire des séances groupes, soit le samedi, ça sera difficile parce que là j'aurai commencé mes épreuves de DEC, soit le dimanche matin, à travers un créneau horaire qui sera partagé avec les DEC VAE et également avec les mémorialistes qui passeront leur soutenance blanche. Donc là, j'ai l'habitude de réaliser ce genre de choses et vous aurez donc à la fois des séances groupe le fin de semaine ou début de semaine, c'est-à-dire soit le samedi, soit le dimanche, et vous aurez ensuite le moyen de pouvoir obtenir des rendez-vous individuels par un tableau d'échange qui nous permet a priori, moi je vous propose les heures ou les demi-heures, on travaille par demi-heure, je vous donne mon planning de la semaine avec les demi-heures où je serai disponible et c'est à vous de choisir la demi-heure, soit le matin, soit en fin d'après-midi, qui vous paraît convenable, sachant que le doodle que je vais vous envoyer, qui est un document pour prendre des rendez-vous, est rédigé chez moi à la chronologie française et parisienne, et vous allez, vous, en tant que réceptionnaire du doodle, vous allez recevoir un doodle avec des heures qui correspondent à votre heure locale. Donc, à vous de vous dire, si vous avez 2 heures d'écart avec Paris, supposons, par rapport à l'endroit où vous êtes, vous allez avoir le doodle où ça sera marqué, je sais pas moi, ça sera marqué 8 heures, eh bien, ça sera 8 heures dans votre pays,
ça sera 10 heures chez moi. Donc, il va falloir que vous sachiez le décalage horaire entre la France et votre pays pour assurer le choix de la rubrique ou de la case qui correspond à la demi-heure dont vous avez choisi le lundi, le mardi jusqu'au vendredi soir. Vous allez avoir des cases qui symbolisent mes cases disponibles et c'est à vous de vous habituer à bien raisonner en disant attention, ce que je reçois sur mon ordinateur là en Côte d'Ivoire, ça correspond à l'horaire Côte d'Ivoire eu égard aux différents transferts Internet, mais par contre il faut que je raisonne par rapport à l'heure de Francis qui a soit 1 heure ou 2 heures de décalage. Donc ça, on ira à l'occasion de les revoir. Donc une fois que vous allez passer ce quart d'heure de présentation à l'ensemble des 4 jurys, vous allez aborder ensuite le jeu des questions qui sera partagé selon les UV qui sont la responsabilité de chacun de ces examinateurs. J'allais oublier de vous dire que le quart d'heure se présente de la manière suivante. Vous allez d'abord vous présenter, rappeler votre nom et votre pays, et rappeler votre nom ou la région de France ou d'outre-mer. Là, pour l'outre-mer, vous situez le département. Pour la France, vous situez la région. D'abord, pour les Français qui passeront en France, ils n'auront pas beaucoup besoin de préciser la région parce que eux, ils passeront le DSCG VAE dans leur région. Ils seront interrogés par des régionaux. Les régionaux donneront leur avis sur le DSCG VAE, mais cet avis n'est qu'un avis, car c'est le jury national à Paris qui va réexaminer les dossiers que vous avez transmis dans votre livret 2 et les décisions du jury qui seront confirmées à 80%, j'ai bien dit confirmées par le jury national à 80%, et vous l'avez compris, infirmées pour 20%. Par exemple, le jury national, il arrive à démontrer que l'expérience en UV4 n'est pas suffisante. Donc, il demande au candidat de valider, il accepte la validation des autres UV, mais le jury national demande au candidat de repasser soit par la voie traditionnelle, soit par la voie VAE, l'UV4. Voilà des exemples qui permettent de comprendre qu'il y a une instance régionale et ensuite il y a une instance nationale. Et le jury national n'a rien à voir avec le jury d'Arcueil. Le jury d'Arcueil, c'est le jury de l'Île-de-France, mais au-dessus, il y a un jury national qui est composé d'experts et de profs, qui sont une bonne dizaine de personnes, avec une présidente, Madame Land, qui est présidente depuis au moins une dizaine d'années, qui est professeure d'université à Poitiers et aussi professeure honoris causa dans d'autres universités étrangères, et qui est donc la responsable du DSCG. Donc le jury national n'a rien à voir avec les jurys qui vous feront passer vos épreuves. Ils donneront leurs notes et leurs jugements, mais cela ne sera possible d'être validé qu'après l'accord du jury national. Ça, c'est donc un petit peu d'ouverture vers l'épreuve dans laquelle, je rappelle, vous devez respecter le plan suivant. Je viens de le dire, vous donnez votre nom et prénom et votre pays ou votre région française, ou alors, si vous êtes à Marseille et que vous êtes forcément du côté de Marseille, vous allez bien sûr évoquer la ville dans laquelle, puisque vous passez dans l'Académie de Marseille, et vous allez indiquer la ville dans laquelle vous résidez. Ensuite, vous allez rapidement, dans un premier slide, présenter votre cursus académique, c'est-à-dire les diplômes au-dessus du bac que vous avez obtenus, et éventuellement, si vous avez passé des diplômes avec mention, ne pas oublier de marquer ces mentions, ça sert toujours. Ensuite, vous allez faire, et c'est là le plus important, faire votre cursus professionnel, en respectant les dates et les durées pendant lesquelles vous avez
passez votre temps dans telle ou telle entreprise. Et bien détailler dans ces entreprises les points forts de votre activité. Ça, c'est le cursus académique et professionnel, surtout professionnel, qui est le plus important. Et ensuite, vous allez réserver 1 ou 2 pages par UV, où vous allez apporter, à travers votre diaporama, vous allez apporter des mots forts, des mots puissants, pour symboliser votre expérience UV1 jusque l'expérience UV7, ce qui donne en moyenne pour certaines UV 1 slide et pour certaines UV 2 slides, sans aller beaucoup plus loin. Donc, grâce au slide et à votre exposé qui va accompagner votre diaporama, vous allez rentrer, oui, mais j'ai oublié quelque chose d'important. Vous allez rentrer, comme je disais, dans le cœur de chacun des référentiels et apporter au jury des éléments fondamentaux. Mais dans la présentation que j'étais en train de dire de votre exposé et à la fois de votre diaporama, j'allais oublier une partie importante. La première partie, c'est votre nom et prénom et votre appartenance pays, région française. Ensuite, vous avez le cursus académique et professionnel, ce n'est pas la peine de tout détailler, tout ce que vous avez fait, sauf que pour le professionnel, il faut plus détailler le professionnel que l'académique. Donc, bien préciser le style d'entreprise, les années que vous avez passées dans l'entreprise et rapidement le travail effectué dans ces grandes lignes. Ensuite, et c'est là que j'allais l'oublier, vous devez faire un slide. Pourquoi la VAE? Pourquoi j'ai choisi la VAE? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que votre expérience accumulée et le manque de temps pour préparer le DEC traditionnel vous a permis de constater que malgré le manque de temps, vous aviez la possibilité de présenter une VAE dans la mesure où vous avez accompli plus de 50% des références, que votre expérience vous a permis de remplir plus de 50% de travaux réalisés par rapport aux exigences du référentiel du DSCG. Ça, c'est la première raison pourquoi vous avez fait la VAE. Deuxième raison, je veux distinguer les compétences et les connaissances. En effet, un diplôme, même traditionnel, n'est pas un gage de compétence. C'est un gage de connaissance à un moment donné. Tandis que par la VAE, comme son nom l'indique, vous validez, mesdames et messieurs les membres du jury, vous êtes amenés à valider les expériences du candidat, qui sont des approches de choses réalisées par le candidat au cours de sa vie professionnelle, ce qui démontre qu'il a une compétence dans certains domaines. Donc, voyez-vous, entre le DEC traditionnel et le DEC VAE, il y a le mot compétence qui apporte un crédit supplémentaire au DSCG VAE. J'ajouterai également que nous, pour valider en tant que DEC VAE ou DSCG VAE, pour valider les UV sur lesquels nous demandons la validation, nous devons valider toutes les UV pour pouvoir, il n'y a pas de note au niveau du DSCG. Le DSCG, c'est valider comme réponse pour chacune de vos UV et non admis, c'est-à-dire valider votre UV, ça y est, vous l'avez, et non admis, vous devez repasser votre UV parce que vous n'avez pas su démontrer que votre UV était suffisamment échafaudé pour pouvoir remplir les conditions de la validation. Ensuite, vous devez dire que, compte tenu qu'on n'a pas de note en VAE, on doit valider toutes les UV pour avoir un DSCG. Tandis que, prenons l'exemple du DSCG traditionnel, un candidat
pourrait avoir, et ça m'est arrivé en tant que membre du jury, de mettre un 18 à l'épreuve du mémoire, et le candidat a pu se permettre, par des compensations, d'avoir un 6 en UV4, il a pu se permettre d'avoir un 8 en UV3, car il a gagné énormément de points sur le domaine du mémoire. Donc, ça veut dire que nous, contrairement au DEC ou au DSCG traditionnel, on ne peut pas compenser. Donc, pour être admis au DSCG, il faut valider chacune des UV, c'est-à-dire, en un mot, d'avoir la moyenne à chaque UV. Et compte tenu de la qualité des gens qui nous interrogent, eh bien, avoir toutes les UV, c'est quand même une très grande satisfaction. Ça prouve que, sans avoir passé l'examen, nous avons vécu des cas réels qui nous ont permis de démontrer que nous avions la capacité à devenir titulaire du DSCG grâce à la validation de chacune des UV. Ensuite, il y a justement peut-être d'autres raisons pour avoir choisi la VAE. C'est bien sûr la durée de votre activité qui vous permet, à travers les expériences multiples réalisées, de vous conforter dans l'analyse de la validation des expériences. Et ça, ce sont des arguments qui doivent apparaître dans le cadre de votre exposé. Je répète, cursus académique et professionnel, pourquoi j'ai fait le choix de la VAE? Ça, c'est très bien apprécié lors d'un exposé et d'un diaporama. Ensuite, vous abordez UV par UV. Pour certaines UV, vous n'employez que des mots forts parce que vous avez rédigé également le référentiel UV1, UV2 et V3 par papier, mais qui sont envoyés en numérique au jury, car tout se fait en numérique. Donc, vous allez avoir des clés USB en 3 exemplaires à envoyer aux différents centres d'examen auxquels vous êtes rattachés, soit Arcueil, soit d'autres académies, et dans lesquels les 3 UV vont comprendre votre livret 1 et votre livret 2 que vous avez rempli, que vous êtes en train de remplir actuellement. Donc, il est évident que le diaporama va réserver 1 ou 2 slides pour l'UV1, 1 slide pour l'UV3, 2 slides pour l'UV4, 1 slide pour l'UV5, on va les avoir après, 1 slide pour l'UV6 et 1 slide ou 2 slides pour l'UV7, là où vous devez apporter la preuve que vous avez l'art et la manière de savoir rédiger des rapports. On y reviendra dans quelques minutes. Voilà rapidement brosser les 4 UV. Je vais continuer avec l'UV5. L'UV5, c'est la technique management et surtout informatique et transition numérique. Là, vous allez développer les qualités management, de commandement que vous avez vécu. Vous avez un groupe de travail pour lequel vous êtes responsable. Et grâce à cela, vous avez des techniques de commandement, des techniques d'organisation, des techniques qui vont devoir être présentées au jury avec des expériences et des certificats d'attestation démontrant votre capacité managériale. Et ça, c'est quand même important. On ne peut pas être diplômé d'un niveau Bac+5 si on n'est pas capable de diriger une équipe, pas capable d'organiser. Donc là, c'est tous des avantages que nous verrons. Nous verrons donc par les référentiels de l'UV5, la manière de bien remplir, et nous verrons également les possibilités d'ajouter, et ça c'est pas négligeable, d'ajouter dans notre livret 2, soit des vidéos que vous avez prises sur YouTube et qui confortent les idées que vous aurez développées dans la réponse au référentiel UV5, et c'est à vous de nourrir votre originalité, votre capacité à séduire le jury par des documents ou vidéos qui permettront de montrer. Si vous faites une vidéo sur vous-même en train de réaliser un commentaire devant des collaborateurs ou des collègues, ben, c'est une vidéo qui aura son poids pour l'UV5.
tout ce que vous pouvez valider à travers vos propres activités sur lesquelles des vidéos ont été tracées, ont été exécutées, vous pouvez les reprendre dans votre UV2. Pour l'UV6, c'est le pratique d'une langue étrangère. Un certain nombre d'entre vous et d'expérience de langue étrangère parlent l'anglais, l'arabe et le français. C'est évident que dans le cas où vous possédez tout cela, un membre du jury choisi parmi les 5 ou 6 ou 4 parlera soit anglais, soit allemand, soit espagnol, soit arabe, comme je viens de vous dire, pour voir si votre capacité d'écoute et capacité d'évoquer l'aisance verbale est importante. Donc là, il est évident que pour certains d'entre vous, vous avez encore des bons souvenirs de la langue anglaise, je pense à Léo, de vos cours précédents, mais dire que vous la possédez parfaitement, c'est pas ce qu'on demande non plus, hein. C'est qu'on vous demande de savoir vous exprimer sur des mots courants et de savoir le sens de ces mots courants. Alors pour ceux qui disent, mais moi je n'ai plus tellement d'anglais depuis un certain nombre d'années, vous pouvez vous faire inscrire sur des sites qui vous permettent de combler vos lacunes et d'être capable de répondre aux questions, même en anglais, ou de pouvoir avoir une petite conversation avec le représentant de la langue anglaise dans le jury du DSCG. Je ne dis pas que ça arrive partout, mais ça arrive assez souvent, surtout à Arcueil. Il y a toujours un prof d'anglais DSCG qui est présent et qui essaye de mener une conversation avec le candidat. Donc, moi, je vous demande de vous inscrire soit à des sites qui vous donnent le moyen de réapprendre convenablement la langue anglaise, c'est ce qu'ont fait certains candidats l'année dernière, et il y a des sites parmi tant que vous connaissez, des sites populaires, c'est le site Babel. Le site Babel vous permet d'améliorer rapidement la remise en cause de votre langue étrangère, l'anglais, et il vous donne des exercices à faire, des répétitions à faire, qui vous permettent de vous refamiliariser et de pouvoir répondre à des petites questions qui vous pourront être posées le jour de ce DSCG. J'arrive maintenant à la dernière UV, c'est l'UV inhérente aux rapports, aux notes, procès-verbaux que vous avez dû réaliser. Il faut que vous ayez dans votre fonction actuelle une part de responsabilité, je dirais, documentaire, c'est-à dire que vous êtes responsable de l'information et de la formation du cabinet. À ce titre, vous diffusez régulièrement des courriels d'information, mais vous organisez en tant que responsable de la formation, vous réalisez tous les lundis matins de 9h à 10h ou le mardi matin de 9h à 10h, vous réalisez une réunion de commission de formation à laquelle vous dirigez cette réunion pour parler des points essentiels qui ont été décidés durant les derniers jours qui ont suivi notre dernière intervention jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un tour d'horizon des lois et décisions nouvelles sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan comptable. Et ensuite, de préciser les travaux à réaliser dans la semaine ou les lectures à effectuer avec, bien sûr, la présence de la direction d'entreprise, mais vous n'avez qu'un rôle de documentation qui a prévu l'organisation de ces réunions et de faire ressortir le thème principal qui vous est apparu important au cours de la semaine écoulée et des jours à venir. Chaque semaine, il y aura donc cette réunion de formation. Il y a aussi le moyen de démontrer à travers vos attestations qu'il vous arrive de faire des rapports sur des entreprises avec, bien sûr, le visa de l'expert comptable, mais vous avez évalué des entreprises, vous avez donné une appréciation importante, vous avez rédigé des choses pour le développement de l'épargne salariale, vous avez fait beaucoup de travaux pour cela, et vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir traiter l'épargne salariale de manière plus élaborée et plus technique à la fois. Mais il est évident que
il y a des lignes dans l'UV7 qui parlent que le candidat doit prouver sa rédaction de certains documents. C'est pourquoi j'ai demandé à Léo de rédiger un mémoire, et il vous en parlera. Il a rédigé un mémoire qui a été corrigé par mes soins, qui a d'abord été relu de A à Z par mes soins avec la présence de Léo, puisque moi je travaille avec l'auditeur et je dicte et je parle à haute voix la relecture du mémoire. Bon, pour certains d'entre vous, le mémoire devrait être déposé le 31 août, dans la mesure où c'est le dépôt du livret 2. C'est peut-être pas trop difficile, puisque vous avez quand même, au moment où je vous parle, vous avez 2 mois et 10 jours pour faire un mémoire d'une 50aine de pages, pas plus, ou d'une 30aine de pages, voire, dans lequel vous choisissez un thème qui est en relation avec l'activité professionnelle que vous auriez envie, parce que vous l'avez peut-être déjà fait dans un autre endroit, et vous pouvez démontrer qu'en ayant fait le DECF, vous avez fait un rapport de stage, c'est vieux, mais vous avez fait un rapport de stage, mais là, c'est plus tout à fait un rapport de stage, c'est une expérience que vous voulez démontrer, quelque chose de nouveau, pour laquelle cette chose, vous avez apporté des ingrédients nécessaires à la réalisation de cette étude. Ça va marquer des points pour Léo d'une manière énorme, pour la validation à la fois de son UV7, mais à la fois également de l'ensemble de son DSCG. Alors, je vais demander à Léo quelques minutes de rappeler aux amis qui l'écoutent comment j'ai procédé avec lui et comment je procéderai avec les autres. Et dès dimanche prochain, je vais attaquer avec vous le groupe qui sera constitué. On va attaquer le remplissage de l'UV1 et de l'UV2, voire de l'UV3, si nous avons le temps. Et on aura à peu près 2 heures pour faire cela dimanche matin à partir de 9 heures. Pour le DSCG BAE, je le rappellerai dans la journée, je le rappellerai par un doodle, je le rappellerai à partir de 9 heures, remplissage du livret 2, 1, 2, 3. La semaine prochaine et la semaine suivante, ce sera le remplissage de 4, 5, 6, 7 dans une autre partie et groupe. Mais ensuite, en dehors de ces réunions groupe qui vont nous permettre de remplir le livret 2 d'une manière globalisée, nous allons revenir avec chacun d'entre vous par des rendez-vous individuels pour savoir quelles attestations, quel type d'attestation vous allez devoir joindre pour confirmer le remplissage de chacune des UV. Alors voilà comment j'ai expliqué mon calendrier pour les semaines à venir. Mais après, il y aura des rendez-vous individuels qui seront à prendre chacun d'entre vous selon vos disponibilités et selon les offres que j'ai réalisées en entretien d'une demi-heure. Je demande à Léo de m'expliquer depuis quelques semaines, même mois, comment nous avons travaillé tous les deux. Léo, on ne va pas te voir, mais on va t'écouter. On t'écoute, Léo. Oui, bonjour à tous. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Le travail a démarré en décembre dernier, à raison d'environ 2 rendez-vous par semaine d'une demi-heure. Et donc ça a été un travail de commentaire des différents UE. Et ensuite, comme vous le disiez, j'ai rédigé un mémoire dont on a fini la relecture il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le dossier est presque achevé. Donc là, on termine les dernières étapes avec, par exemple, une vidéo de présentation du mémoire qui va agrémenter les pièces que je vais fournir au jury. Bien. Donc, avec Léo, il confirme que j'ai rempli avec lui un premier jet, les UV2 à 7. Il a réalisé un mémoire que j'ai agréé avec la feuille d'agrément prévue par le DSCG, et nous avons relu le mémoire de A à Z. Aujourd'hui, nous allons revoir rapidement
à partir des semaines à venir, tout ce que nous avions proposé de remplir pour l'UV2, l'UV3, l'UV4 et jusqu'à la 7, et éventuellement corrigé ou complété par les attestations qu'on jugera nécessaires, attestations qu'a déjà entre ses mains notre ami Léo, et que je verrai, moi, l'intérêt ou pas de les mettre. Donc, chaque ligne du référentiel UV1 jusqu'au référentiel UV7 seront analysées. Ce que je veux donc la semaine prochaine, dimanche prochain à 9 h, c'est que vous ayez sur votre bureau un dossier qui va s'appeler DSCG. À l'intérieur de ce dossier DSCG, vous allez y mettre tout d'abord la notion, et vous allez y mettre dans ce dossier DSCG, vous allez y mettre le livret 1. Le dossier livret 1, vous allez faire un dossier, un sous-dossier qui va s'appeler livret 1. À l'intérieur de ce dossier DSCG, vous allez faire un autre sous-dossier important, celui-là, c'est livret 2. Et dans le livret 2, vous allez faire à l'intérieur de ce sous-dossier livre UV2, vous allez faire 8 documents. Vous allez mettre 8 sous-dossiers dans le livret 2. Vous allez mettre premier sous-dossier, livret 2, page générale. Livret 2, page générale. C'est-à-dire, c'est le livret 2 dans son contenu déclaratif, si vous me permettez l'expression. Et ensuite, vous allez faire un deuxième sous-dossier dans le livret 2, puisque le livret 2, il y a votre bureau, il y a d'abord un dossier DSCG. C'est le dossier qu'on voit quand on arrive sur votre bureau. Vous appuyez sur DSCG, il y a 2 sous-dossiers qui apparaissent. Le livret 1 et le DSCG livre 2. Et à l'intérieur du DSCG livret 2, sur votre bureau, vous avez fait 8 sous-dossiers. Le premier, c'est livret 2, information générale. Et ensuite, vous allez mettre un sous-dossier UV1, un sous-dossier UV2, UV3, UV4, UV5 et UV7. Donc, vous allez avoir 8 sous-dossiers dans lesquels vous allez ranger quelques informations ou certificats qui intéressent l'UV1, certificats qui intéressent l'UV4. Donc, vous allez y ranger les éventuelles attestations dans les sous-dossiers. Et ensuite, on va, nous, au fur et à mesure, remplir les référentiels UV1, UV2, UV3 jusqu'à l'UV7. Et vous allez mettre les référentiels de chacune des UV dans le sous-dossier UV1 pour l'UV1, sous-dossier UV2 pour l'UV2, et j'en passe et des meilleurs. Et ensuite, une fois qu'on aura mis tous ces sous-dossiers, qu'on aura révisé tous ces sous-dossiers, on va concentrer tout sur le livret 2, qu'il aura donc, le livret 2, il aura les pages générales. Après, il aura les attestations d'activité professionnelle, et ensuite, il aura tous les référentiels qui auront été remplis pour chacune des UV et qui seront mis l'un derrière l'autre et ajouter à chacun de ces référentiels UV1 à UV7 les documents attachés à l'UV1, les documents attachés à l'UV2 et j'en passe, et des meilleurs. Les documents, ça peut être des attestations de commissaire, ça peut être des attestations de clients dans lesquelles vous avez demandé que le client soit bien informé du RGPD et nous donne son accord pour que son nom soit cité. Ça, c'est quand même relativement important. Et faire signer le client comme quoi il accepte que son nom apparaisse. Ça, c'est hyper important pour respecter les lois. Donc, vous allez faire la même chose pour l'UV2. Vous allez y joindre les documents ou attestations nécessaires, et j'en passe, et des meilleurs. Tout ça nous amène à avoir un dossier livret 2 qui sera relativement costaud et qui permettra, à travers le travail qu'on fera, de répondre
d'une manière logique par rapport à notre propre expérience à l'ensemble des exigences des référentiels UV1 et UV2. On ne peut pas être susceptible de remplir toutes les exigences de l'UV1, l'UV2 jusqu'à l'UV7, on n'est pas capable, mais on est capable d'avoir répondu à l'essentiel. Parce que le problème, c'est pas de vivre avec la perfection, c'est de vivre avec la volonté d'avoir au moins la moitié des exigences demandées pour valider une UV. Est-ce que, à travers ce que je viens de dire, vous êtes mieux éclairé? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, de manière lisible? Et si la question, vous pouviez la noter sur Skype, ce serait encore plus intéressant. Vous savez qu'on peut noter des questions, elles apparaissent au milieu de l'écran, et c'est quand même plus simple pour moi pour répondre, compte tenu que j'ai l'impression que l'écoute n'est pas parfaite entre nous. Moi, vous m'entendez bien, j'en suis sûr, mais moi, comme Léo a parlé voici quelques minutes, j'avoue franchement que je n'ai pas compris 60% de tout ce qu'il a dit. Bon, bref, donc c'est pour vous dire que les interventions de mes candidats, du moins aujourd'hui, où je ne suis pas chez moi, je suis dans ma maison de vacances, n'ont pas la même qualité que celle que je peux avoir quand je serai chez moi vers le 16 août et qui ne sera pas terminée pour vous, puisque vous aurez encore la possibilité d'être avec moi au moins 2 mois, au mois de septembre, le mois d'août bien sûr pour les derniers jours, et au mois de septembre et le mois d'octobre pour les 3 premières semaines à peu près. Vous serez donc convoqué à partir du 21 octobre dans la plupart des académies. C'est par rapport au nombre de candidats que les journées vont être déterminées. S'il y a 5 candidats, il n'y aura qu'une seule journée. S'il y a 25 candidats, il peut y avoir 2 à 3 journées d'interrogation. C'est le même jury par académie qui s'occupe de tous les candidats. Il n'y a pas plusieurs jurys, ou moi je n'ai pas connaissance, il n'y a pas plusieurs jurys par académie, il y en a 4. Bon, une fois que vous allez comprendre que tout cela va s'organiser comme je viens de vous l'expliquer, vous aurez toute la couverture nécessaire pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions et de pouvoir vous sentir bien préparé à travers la répétition des soutenances que vous allez, des exposés blancs que vous allez faire et de la simulation des questions que vos collègues auront l'occasion de vous poser et que nous aurons également l'occasion de voir tout cela. Avez-vous donc, je reviens à ma dernière partie, avez-vous par rapport aux explications de Léo et les miennes, avez-vous des questions à poser les amis? Est-ce que vous pouvez me donner votre ressenti par rapport à ce que je viens de dire? Je demande ça à Abdallah de nous donner son ressenti, Abdallah, par rapport à tout ce que tu as entendu de ma part. Tu as levé la main, on t'écoute. Allô? Oui, Oui, bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez là ou pas? Allô? Oui, on t'écoute. Oui, bonjour, moi je suis à Mayotte, au département de Mayotte, dans les Dom-Tom. Donc moi, je voudrais, si possible, cette année passer le DSCG. Donc j'ai déjà reçu l'avis favorable du livret 1. Donc on m'a dit de déposer le livre 2 maximum le 15 septembre. Ben, c'est à peu près entre le 15 et le 30 octobre. Je ne peux pas donner de date pour le moment. Mais je sais que c'est à cette époque-là. Et je sais que toi, tu pourras éventuellement essayer de demander quelle est l'académie à laquelle tu es rattaché. Et normalement, tu devrais passer. Parce que là, Arcueil, c'est pour l'Île-de-France. Mais c'est quelquefois pour les étrangers qui n'ont pas d'académie prévue. Mais toi, tu peux te renseigner par rapport à l'académie. C'est quel pays, toi, rappelle-moi? Académie de Mayotte. Ah ouais, c'est Mayotte, donc toi, tu vas passer à Mayotte, c'est vrai, j'ai des conneries. Donc toi, c'est France, donc tu passeras à Mayotte, tu ne vas pas venir en France pour passer ton DSCG. Donc c'est très bien, tu auras encore plus d'occasion d'être brillant. Mais donc tout ce que je t'ai dit, ça t'a servi? Oui, oui, d'une manière générale, oui. Après, moi, je vous suis depuis longtemps parce que mon rêve, c'est toujours Inch'Allah, de valider le diplôme d'expertise comptable. Je suis vos vidéos sur YouTube.
Donc, tout ce que vous avez dit là, ce jour, ça m'a bien servi. Donc là, je vais préparer pour dimanche prochain ce que vous venez de dire. Comme ça, on avancera là-dessus. Bon, alors, je vous rappelle que pour dimanche prochain, il faudra préparer vos 3 UV, 1, 2, 3, qu'on va essayer de remplir ensemble pendant 2 heures minimum. Alors Raymond, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Raymond qui n'a pas encore son livret 1 et qui va le demander aujourd'hui le plus vite possible. Il va aller le télécharger. Tu lui expliques, Abdallah, comment tu l'as obtenu, le livret 1, mon garçon, et tu l'as rempli, tu as une réponse assez rapide. Et tu l'as renvoyé à Mayotte, c'est vrai, c'est ton académie, et toi, tu habites justement dans cette académie. Mais Raymond, est-ce que tu as déjà téléchargé ton livret 1? Raymond, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Tison. Bonjour à tout le monde. J'ai dit bonjour, monsieur Tison. Bonjour à tout le monde. Moi, je viens de rentrer en contact tout juste avec vous. Donc, ouais, allô? C'est vrai. Oui. Donc je t'invite. Pour être franc, je n'ai rien entrepris. Et donc, je commence aujourd'hui. Très bien. C'est gentil. C'est gentil. Donc, tu vas t'y mettre aujourd'hui. Tu n'as pas de conseils à donner, Léo, à Raymond, qui lui est donc en Côte d'Ivoire et qui va donc déposer le plus rapidement possible son livret 1. Avec tout le CV qu'il a, il n'y aura aucun souci pour lui. Il va être accepté. Et l'expérience qu'il a accumulée, puisqu'il est beaucoup plus âgé que vous, notre ami Raymond, il reprend ses études à 55 ans. C'est gentil à lui, c'est bravo. Moi, je l'applaudis des 2 mains et il va avoir son DSCG. Parce que le seul hic, c'est que depuis un certain nombre d'années, il s'est réfugié dans l'enseignement, mais il n'a plus la pratique. Donc, il a pu aujourd'hui l'occasion de dire qu'il pratique la compta. Il enseigne, mais entre enseigner et pratiquer, c'est pas pareil. Donc là, ça sera à nous de nous occuper de ça. Ça sera à nous de trouver les arguments. On verra ensemble quand on sera. Comment? Je voudrais faire une précision. Allô, monsieur Tison? Faudra que tu démontres. On va le démontrer que tu as encore une bonne pratique comptable et que tu as maîtrisé dans ta vie professionnelle un certain nombre d'éléments ou de faits qui se rapprochent des exigences du DSCG. Vous comprenez que Ouais, tu lèves la main, je vois que tu lèves la main. Donc, tu as encore des choses à nous demander, Raymond. Mais moi, si vous l'entendez bien, Raymond, est-ce que tu entends bien Raymond, Léo? Oui, j'entends bien. Ouais. Allô? Tu l'entends bien. Oui, tu entends bien, Raymond? Ok. Oui, j'ai 2 préoccupations. Il y a une qui est une précision. Au fait, je n'ai pas arrêté la pratique. Hein. Si vous avez bien regardé mon CV, au fait, la formation, je le faisais en vacation. Et c'est depuis 10 ans que j'ai mis en place un cabinet de conseil en organisation, puisque j'ai un 3e cycle en organisation sur le CV. Et qui me permet de faire. Hein. Ton CV, Raymond, je te dis tout de suite, mon garçon, ton CV m'a rassuré, hein, je te le dis. Hein, je te dirais que forcément, vu ton âge, tu as un CV beaucoup plus alimenté que les 2 amis qui sont pour l'instant avec nous. Les autres viendront par la suite. Tu as un CV beaucoup plus. Quand tu as fait 35 ans d'activité, il est normal que tu aies un CV beaucoup plus costaud. Et c'est un CV où tu as eu des travaux d'organisation, des travaux comptables, des travaux fiscaux, des travaux d'enseignement. Et un expert comptable futur doit être capable d'enseigner. Il doit avoir un rôle pédagogique. Et un expert comptable demain, c'est un créateur de richesse. De richesse, je dirais, intellectuelle et organisationnelle. Et donc ça, tu l'as démontré à travers ton CV. Je ne me fais aucun souci pour ton livret 1. Et après, on va travailler ton livret 2 de telle manière, et surtout l'exposer, de telle manière que tu arrives à démontrer que tu n'as pas perdu le fil de la comptabilité, tout en ayant privilégié la formation, qui est pour toi un moyen de mieux appréhender le rôle de la compta, le rôle de toutes les référentiels de cette UV 1 à 7 du DSCG,
et tu t'es rendu compte, c'est pour ça que tu as fait le dossier, que tout ce qui était exigé, tu l'avais accompli peu ou prou dans le cadre de tes activités durant plus de 30 ans. Donc c'est à toi de démontrer et c'est à toi d'arriver à obtenir l'assentiment du jury. Mais fais-moi confiance pour les aspects relatifs au diaporama et aux exposés que je te demanderai. Et ensuite, les questions, je vous rappelle les principales questions pour que vous les prépariez. Et je sais que Léo est avide de savoir les questions. Alors, je rappelle le travail que vous avez fait la semaine dernière. Autre chose, pourquoi vous voulez être expert comptable? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Pourquoi ce diplôme qui est une étape vers l'expertise comptable? Pourquoi vous le préparez? À quoi ça sert? Et quelles sont les perspectives? Comment vous vous voyez, monsieur Abdallah? Comment vous voyez, monsieur Léo? Comment vous voyez, monsieur Raymond, en 2025 ou en 2030? Comment vous vous voyez? Et pourquoi vous voyez cela? Qu'est-ce qui vous prouve? Est-ce que vous avez confiance en vous? Qu'est-ce qui prouve votre confiance en vous? Hein? Et voilà des petites questions à laquelle vous serez préparés avec moi. Quel est, d'après vous, le point fort de votre expérience professionnelle? Sur quoi vous pensez être le plus compétent possible et sur lequel vous vous sentez fort pour devenir un spécialiste de cette mission? Voilà des exemples de questions. J'en ai donné que quelques-unes, mais la règle, c'est de savoir ce que vous avez fait la semaine précédente, la venue devant le jury. C'est-à-dire, essayez de trouver justement, à vous de préparer ce genre de réponse, parce que quand on n'est pas préparé à une question comme celle-là, n'est-ce pas, Léo? C'est pas évident de répondre. Tu es d'accord avec moi, Léo? Oui, je suis entièrement d'accord. C'est que toutes les questions doivent être Donc, anticipées pour répondre au jury. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que cette question des travaux que j'ai fait la semaine dernière, là, il faut que je la prépare et que je meuble pour que je rassure le jury et qu'il puisse me valider. Voilà. Je vais terminer, à moins que Raymond ait encore des choses à demander, puisque je vois qu'il est toujours dans la phase de parler comme Abdallah. Abdallah, il lève la main. On t'écoute, Abdallah, et je redonnerai éventuellement la parole à Raymond après. Abdallah, on t'écoute. Oui, j'avais une question au niveau de le nombre maximum de pages pour le livret 2. C'est combien le livret Il n'y 2 a en pas de termes de pages? maximum. Il faut, écoute un peu, mon garçon, je suis d'accord à cette question. Ce n'est pas une question de volume, c'est une question de qualité et richesse des données que tu fournis. Ce n'est pas une question de volume. Plus tu as d'attestations, mieux c'est. Ce n'est pas la peine de faire des pages et des pages pour décrire une mission. Si tu as une attestation, on se contentera de la décrire rapidement et l'attestation confirmera ce que tu as écrit de manière concise. Donc, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de qualité et de richesse. Comme une observation qui a été faite à une candidate qui a été reçue au DEC l'an dernier. Elle a répondu une chose que j'ai repris moi maintenant pour mes candidats. Elle s'appelle Claude. Elle a eu son DEC VAE, elle avait 33 ans. Le jury lui a dit, mais madame, à 33 ans, vous n'avez pas quand même une expérience comme celui qui en a 45. Elle a répondu quelque chose qui a complètement ébranlé le jury. Mesdames, messieurs, parce qu'il y avait madame, monsieur, il y avait un jury hommes et femmes. Madame, monsieur, je vous remercie de cette information, mais je tenais à vous dire que personnellement, je considère que malgré mes 33 ans, j'ai une richesse dans mes expériences qui me rapproche davantage de l'expertise comptable. Il ne suffit pas de passer 40 ans sur un dossier si ce dossier ne fait pas évoluer le candidat. Moi, j'ai la prétention d'être devant vous aujourd'hui, de dire que mes années qui ne sont peut-être pas aussi importantes que celles que vous auriez souhaitées sont beaucoup plus riches que certains candidats qui ont passé 10 ans plus que moi, mais qui ont fait des tâches qui n'ont pas le même intérêt que celles que j'ai développées. En effet, j'ai fait beaucoup d'audits légaux, beaucoup de révisions, et certains candidats n'ont pas eu cette chance de faire le travail que mes directions financières m'ont proposé. Et c'est pourquoi j'ai voulu, dès 33 ans, me présenter à la VAE, parce que je considère que c'est une expérience
qui a été très riche en ce qui me concerne, et les attestations que je vous ai fournies peuvent le justifier. Abdallah y a levé la main. Oui, donc au niveau des attestations, est-ce qu'il faut avoir des attestations pour différents experts comptables ou une seule et unique attestation d'un seul expert comptable regroupant l'ensemble de référentiels de DSCG suffit? Moi, je considère que plus tu as d'experts comptables, il ne suffit pas de concentrer parce qu'on pourrait considérer qu'il y a, je dirais, complicité entre l'expert comptable et toi. Donc, plus il y a d'experts comptables, mieux c'est. Il Ok, faut ça éviter marche. le doute de complicité, c'est-à-dire qu'on a fait un certificat pour te faire plaisir. Pointe à la ligne. Quand tu as des certificats de plusieurs experts comptables, on a quand même des difficultés de mesurer la complicité entre plusieurs experts comptables plutôt qu'entre un expert comptable et un candidat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faut plusieurs experts comptables? Si votre expérience le permet, hein. Si vous n'avez qu'un cabinet depuis que vous travaillez et c'est toujours le même cabinet, je comprends très bien que votre difficulté d'obtenir plusieurs experts comptables. Je prends un peu l'exemple de notre ami Léo. Bon, Raymond, tu as toujours envie de parler ou tu as envie de me dire quoi? Est-ce que tu as envie de me dire que tu es content de ce qui a été fait ce matin? Mais très content de ce qui a été fait ce matin. C'est bien. Je suis ravi. Toi Donc. aussi, Abdallah, tu es content? Tu es content, Abdallah, de tout Oui, ce que tu as entendu? oui, je Mais c'est suis bien. content. Et Après, Léo, je ne mens plus parce que ça Léo est m'explique avec un moi peu. depuis le mois de janvier. Bon, Léo, tu n'as pas besoin d'être forcément présent, mais je pense que tu vas être présent quand même pour les remplissages des UV 1, 2, 3 la semaine prochaine. Tu pourras peut-être compléter celles que tu as déjà remplies, puis en même temps, on fera l'analyse de ce que tu as fait, puisque je me bâtirai grâce à tes. Je parlerai avec mes amis Raymond pour l'instant et Abdallah, grâce à ton travail qu'on a fait pour l'UV2 et l'UV3, sachant que toi, tu n'as pas fait l'UV1 parce que tu as eu l'UV1 l'an dernier en passant les épreuves. Donc, c'est déjà bien. Voilà. Mais je rappelle qu'il n'y a pas de point en VAE, c'est admis ou non admis. Hein. Ça, il faut valider ou non admis. Donc, il faut que vous le mettiez bien dans votre tête. Donc, on ne cherche pas à avoir 20 sur 20, on cherche à avoir la moyenne. Je vais donc vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vais vous transférer, elle va arriver chez votre compte SCAC, toute la vidéo qui a été réalisée sans aucune difficulté. Je vous souhaite à tous une très belle journée et une belle semaine et je vous retrouve avec un grand plaisir dimanche prochain à 9 h pour l'UV1, l'UV2 et l'UV3 et la semaine suivante pour 4, 5, 6, 7. À très bientôt. Voilà. Merci.